Je suis ravie d'ouvrir donc cette grande conférence organisée dans le cadre de ce nouvel événement de MTL Connect, dont Le Monde, donc le journal auquel j'appartiens, est partenaire. C'est donc une conférence consacrée, vous l'avez dit, aux avancées de l'intelligence artificielle, mais aussi aux questions, évidemment, que celle-ci soulève aujourd'hui sur notre avenir collectif. Vous le savez, toutes les avancées vertigineuses que nous avons connues ces dernières années et ces derniers mois, dont nous, le grand public, on a un petit peu découvert avec stupeur avec le robot conversationnel ChatGPT, eh bien, ces progrès posent un certain nombre de questions. Donc, pour évoquer les aspects positifs de ces avancées de l'IA, mais aussi pour parler des défis, voire des risques que cela suppose, que cela suscite. On a donc la chance d'avoir avec nous deux grands spécialistes, deux grands experts. Donc, à mes côtés, Marc-Antoine Dilac, que je vous propose d'applaudir une nouvelle fois. Et avec nous également en ligne, Yoshua Bengio. Est-ce que vous êtes bien là? Est-ce qu'on peut vous voir, vous entendre, vous écouter? Bon, j'espère qu'il va pouvoir nous rejoindre. Quelques petits mots de présentation donc pour présenter nos deux experts qui vont animer ce panel. Je commence par Marc-Antoine Dilac, puisque vous êtes là. Vous êtes professeur d'éthique et de philosophie politique à l'Université de Montréal, membre associé de MILA. Vous êtes également titulaire d'une chaire CIFAR en éthique de l'intelligence artificielle et vous êtes spécialisé dans les théories de la démocratie et de la justice sociale, ainsi que dans les questions d'éthique appliquée. En 2017, vous avez lancé le projet de déclaration, la Déclaration de Montréal, pour un développement responsable de l'intelligence artificielle. Vous en avez présidé le comité scientifique. Enfin, en 2020, en tant que directeur d'Algora Lab, vous avez conduit un processus de délibération internationale dans le cadre d'une consultation lancée par l'UNESCO pour établir sa recommandation sur l'éthique de l'IA. Un petit mot quand même pour vous présenter Yoshua Bengio. J'espère qu'il nous a rejoints et j'imagine que nombreux d'entre vous le connaissez déjà. Yoshua Bengio, qui est donc reconnu comme l'un des pères, évidemment, de l'intelligence artificielle, notamment pour ses travaux précurseurs en apprentissage profond. Ils lui ont valu, avec deux de ses confrères, Geoffrey Hinton et Yann LeCun, le prix Turing 2018, ce prix que l'on peut comparer au Nobel de l'informatique. Il est aujourd'hui directeur scientifique chez Ivado, professeur titulaire à l'Université de Montréal, fondateur et directeur scientifique de MILA. Il dirige également le programme apprentissage automatique, apprentissage biologique du CIFAR en tant que senior fellow. Monsieur Bengio, toujours pas de nouvelles, ou est-ce que vous nous avez rejoints? Bon, c'est dommage, je comptais commencer avec lui. Eh bien, je vais commencer avec vous, Marc-Antoine Dilac. Est-ce qu'on peut peut-être commencer, avant de s'interroger sur les défis que posent les avancées fulgurantes de cette intelligence artificielle, commencer par poser le décor? Parce qu'on parle moins finalement d'intelligence artificielle, celle qu'on connaît maintenant depuis plusieurs années, que d'intelligence artificielle dite générative. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord ce que c'est, et puis les grandes avancées que l'on a vécues ces derniers mois? Merci beaucoup pour cette introduction. Je regrette effectivement que Yoshua ne puisse pas vous présenter les définitions de l'IA générative. Alors, l'IA générative, bon, c'est le thème du colloque. J'imagine que la plupart d'entre vous savez déjà ce dont il s'agit. C'est tout simplement des algorithmes qui sont capables de générer du contenu, un contenu nouveau à partir de données linguistiques ou de données visuelles, audiovisuelles. Et donc de créer du contenu qui est un contenu un petit peu inédit, un contenu nouveau. Par rapport à ce qui est connu. On connaît évidemment l'application ChatGPT, hein, qui en fait est une application des modèles de langage large qui vont chercher, avec aujourd'hui des milliards de paramètres, qui vont chercher à comprendre
en fait nos interactions linguistiques et à pouvoir justement générer un contenu nouveau. Vous connaissez également DALL-E et d'autres applications qui permettent, à partir, encore une fois, hein, de ce qui est connu, eh bien, de fournir un contenu qui est inconnu, qui est un petit peu nouveau. Alors inconnu, il ne faut pas non plus trop appuyer sur ce terme-là, parce que c'est toujours de l'inconnu sur du connu, sur l'état de l'art, on va dire. Mais c'est un petit peu ça qui est en jeu dans l'IA générative. Qu'est-ce qui est révolutionnaire par rapport à ce qu'on connaissait de l'intelligence artificielle? Est-ce que d'abord il y a quelque chose de révolutionnaire? Alors, bon, Yoshua va nous parler de ce qui est révolutionnaire dans l'IA générative, parce que voilà, il y a deux grandes visions. Hein. Certains qui disent, au fond, l'IA générative, ça n'est qu'une continuité de ce qui, de connaissances et de techniques qui étaient déjà là, et puis d'autres qui vont insister au contraire sur une rupture, une solution de continuité dans la production de l'IA. Alors, on va laisser Yoshua en parler avec beaucoup plus de compétences. Bonjour, Monsieur Bengio. Oui, désolé, problème de connectivité, mais au niveau des méthodes, en fait, ce qu'on produit avec les chats GPT de ce monde, c'est assez ce qui existait il y a quelques années. C'est simplement que les capacités qu'on envisage, qui sont plus créatives et dans leur pays de connaissances que je pensais possible il y a un an ou deux. Du point de vue qui ne sont pas dans les compagnies comme Google, Facebook, évidemment. Plus grande que ce que disait Marc-Antoine, c'est-à-dire on parle de 1000 milliards de paramètres et une quantité de données. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples précis des dernières avancées de cette IA générative dans un certain nombre de domaines? Bon, alors déjà, il y a beaucoup de chercheurs qui essayent d'évaluer les capacités de ces systèmes. Donc, on leur fait par exemple passer plein d'examens universitaires et dans différents domaines, comme le droit par exemple. Et je trouve que c'est beaucoup. Donc, par exemple, dans la version de Novanière, le système était dans les 10% pires des étudiants l'examen du barreau, et dans la version de mars dernier, il était rendu dans les 10% meilleurs. Donc, la capacité la plus impressionnante, si quelqu'un joue avec ce système-là, c'est la capacité à loguer et à maîtriser à un niveau qui est très très surprenant, et même que certains pourraient considérer comme essentiellement on a atteint, on passe le test de Turing. Bon, alors c'est pas alors, est-ce que vous pouvez juste rappeler pour les quelques-uns parmi nous qui ne sommes pas totalement au fait, le test de Turing, ça veut dire quoi pour cette IA générative? Donc, c'est Alan Turing, qui est un des fondateurs de l'informatique, a proposé ce test pour une intelligence artificielle éventuelle pour avait atteint le niveau d'un. Ce serait qu'un humain communique avec la machine à clavier, donc sans savoir si il ou elle interagit avec une IA ou avec une personne. Et si après un certain log, on n'est pas capable de France, voilà, la machine a passé le test. Alors, la réalité est plus complexe. Pour la plupart des gens qui interagissent, ça va être difficile de se rendre compte des faiblesses de l'IA, mais des gens qui prennent le temps et qui essayent, comme moi et d'autres de mes collègues, on va trouver les manières de faire ces systèmes-là révéler en fait qu'ils ne sont pas humains. En plus, ces systèmes-là ne sont pas programmés pour faire semblant. Donc, on peut juste leur demander, mais ça serait quelque chose d'assez facile à changer, disons. Donc, mais il Voilà, suffit de leur demander pour qu'ils nous répondent.
Bah oui, bien sûr. Donc, mais bon, l'idée du test de Turing, ce serait simplement de changer un peu, qu'il fasse semblant d'être un être humain. Mais ça, c'est très très facile à changer. Est-ce que ça, c'est le risque principal? Je rappelle, alors, j'ai pas eu l'occasion de le dire, un nombre de risques liés aux avancées de l'IA générative. Est-ce que cette confusion qu'il peut y avoir entre le fait d'avoir à faire face à un humain ou à un robot, est-ce que c'est une de vos craintes qui vous ont amené à signer cette lettre? Absolument. Alors, ça peut être une confusion fonctionnelle, c'est déjà le cas, peut causer des difficultés, mais moi, ce qui me fait le plus peur, c'est l'utilisation de ces systèmes intentionnellement pour tromper, par exemple, pour influencer la démocratie, pour influencer les opinions politiques des gens. Donc là, on arrive sur un terrain vraiment dangereux. On ne sait pas s'il n'y a pas des acteurs en ce moment qui sont en train de l'actuel pour les utiliser dans des objectifs malicieux comme ça, mais très, très plausible. On va revenir sur les risques que vous voyez dans cette IA générative. Je voudrais qu'on revienne avec vous, Marc-Antoine Dilac, parce que je disais, vous êtes spécialiste des questions éthiques que pose cette IA, de l'IA responsable. Est-ce que, et je crois que vous faites une différence entre défis et risques, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les défis que suscite, que provoque, que contient cette IA générative? Oui, alors on insiste beaucoup sur les risques en général de la technologie. C'est un discours qui est apparu relativement tard dans l'histoire de la philosophie, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, certains domaines sociaux apparaissent comme extrêmement risqués, comme par exemple l'éthique médicale ou la pratique médicale qui a suscité justement le développement de l'éthique médicale, et puis aussi le nucléaire avec justement cette idée qu'il y aurait un risque existentiel avec la bombe nucléaire, et on sait que dans les années 50, ce risque-là était très présent dans le discours, mais très présent pour l'humanité tout court. Et il y a ici peut-être une manière de reconfigurer le discours éthique en se focalisant un tout petit peu moins sur les risques qui sont importants, qu'il faut évidemment qu'il faut surmonter, pour s'intéresser d'abord aux défis. Il y a les risques et les défis. Alors les défis, c'est quoi ? Les défis, c'est tout simplement les obstacles qui nous empêchent de faire un usage éthique, de faire un usage favorable de la technologie et de l'IA en particulier. Donc moi, ce qui m'intéresse beaucoup, en fait, en tant qu'éthicien, c'est plutôt les occasions de faire un usage positif, de faire un usage bénéfique de l'IA, avec évidemment le souci qu'on évite un certain nombre de risques. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a un peu trop tendance à faire de l'éthique une espèce de gestion du risque, une espèce de management du risque. Or, l'éthique, c'est d'abord une direction qui est donnée à l'action humaine, de telle sorte que cette action-là soit bénéfique aux êtres humains et, pour certains, plus que les êtres humains, aux êtres sentients. Ça veut dire quoi ? Qu'il faut se poser les questions avant, au moment où on commence à lancer et la recherche et les projets de recherche et les applications, plutôt que de gérer donc les risques qui surviennent après? Oui, je pense que les deux sont liés, mais il faut d'abord commencer à poser les fondements éthiques du développement technologique et se préoccuper évidemment j'ai presque envie de dire dans un deuxième temps des risques, parce que la technologie ne comporte pas initialement, ou on ne voit pas plutôt les risques qui sont inclus dans la technologie. Et le discours de Yoshua le rappelle finalement. Yoshua et moi, on a travaillé sur la Déclaration de Montréal avant même que l'on se pose la question des risques existentiels qui pourraient surgir de l'évolution de l'IA générative, ou en tout cas de certaines applications de l'IA générative. Et je crois qu'il est très important pour pouvoir maîtriser, on va en discuter de la maîtrise, mais pour pouvoir justement maîtriser la technologie, il est très important d'abord de réfléchir aux directions qu'on doit lui donner.
Et ce qui m'apparaît comme absolument fondamental avec l'IA générative, c'est de se poser, en fait, d'abord la question éthique de pourquoi on fait du développement technologique et pourquoi on va, par exemple, vers la production d'une IA comme l'IA générative. Pourquoi? Ben, la raison fondamentale, et depuis l'Antiquité, depuis les premiers textes sur la technologie ou la technique, l'idée, c'est que la technique peut nous aider à avoir une vie meilleure. Comment? Il y a plusieurs théories, on ne va pas rentrer dans les différentes théories morales, mais la technique est censée nous aider à réaliser au mieux nos compétences, à augmenter notre capacité d'action sur la nature. N'oublions pas que le mythe fondateur, c'est le mythe de Prométhée dans le Protagoras de Platon, qui nous rappelle que bon, les êtres humains, les pauvres, dans la dotation naturelle, ben, ils n'ont rien obtenu des dieux. Hein. Et donc on va leur donner, pour les compenser, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur donner le feu. Bon, Prométhée va payer hein, le prix fort hein, pour avoir donné le feu aux êtres humains. Et l'idée, c'est que comme les êtres humains n'ont rien, la technique va leur permettre hein, de justement compenser leurs déficiences naturelles et vont leur permettre en fait de mener une vie correcte, une vie digne. Et donc l'IA générative, qu'est-ce qu'elle fait ici? Je reviens à l'IA générative. Je laisse Platon de côté, même si Platon s'intéressait en fait à des questions semblables avec l'invention de l'écriture. L'IA générative, elle nous permet peut-être d'améliorer nos compétences. Et je dirais que si elles nous permettent d'améliorer notre compétence, alors on dira que l'usage est responsable et l'usage est éthique. Donc c'est un outil, un simple outil de plus. Vous ne voyez pas dans l'IA générative un outil qui pourrait, parce que ce qui fait peur aujourd'hui, c'est cet outil qui pourrait échapper à notre contrôle finalement. Absolument. Et Yoshua pourra parler des scénarios où on n'a plus le contrôle hein, sur l'outil. Moi, ce qui m'intéresse dans ma perspective, c'est plutôt la manière dont on devrait utiliser l'outil pour en faire un usage éthique. Donc, les deux manières, et puis je laisserai la parole sur justement les scénarios moins réjouissants. Hein. Les deux manières de faire un usage éthique de l'IA générative, c'est tout simplement quand l'IA générative nous permet d'améliorer nos compétences cognitives, d'améliorer en fait notre capacité d'apprendre par exemple et d'agir sur le monde. Et ça peut le faire. Hein. Par exemple, quand on applique l'IA en éducation, l'IA générative en éducation, il y a de bons usages. Et dans le domaine médical aussi. On a vu aujourd'hui déjà des applications qui révolutionnaient quelque part les diagnostics qu'on pouvait poser. Absolument. Et la deuxième manière, c'est de nous décharger de tâches qui sont répétitives. Et on découvre que dans notre société, en fait, il y a beaucoup de tâches qui sont considérées comme intellectuelles, mais qui sont très faiblement intellectuelles. Qui sont intellectuelles parce que ça utilise du langage et que jusqu'à présent, on n'était pas capable de maîtriser le langage machine, ou d'utiliser plutôt le langage avec des machines. Maintenant, on s'aperçoit que, en fait, il y a plein de tâches qui ne sont pas tellement spécifiques à l'être humain, qui ne demandent pas beaucoup de créativité. Et toutes ces tâches-là, on pourrait les automatiser pour libérer cette énergie. Mais ensuite, il faudra discuter justement d'une réorientation sociale et politique. C'est ça. Là, on a parlé des défis éthiques, on pourrait parler des défis sociaux, parce que Absolument. Ça fait quand même un certain nombre de dégâts dans un certain nombre de domaines. Yoshua Bengio, je voudrais revenir avec vous. Marc-Antoine Dilac a parlé des défis éthiques à se poser quand on commence la recherche. Vous, j'ai l'impression que vous êtes plus sensible aujourd'hui aux défis existentiels que les progrès de cette IA générative peut provoquer sur notre avenir collectif. Quels sont ces défis existentiels selon vous ? Ouais. Peut-être qu'on a affaire à un robot conversationnel et en fait, là, ça marche plus. Alors, je vais pas vous demander de faire les défis éthiques et les défis existentiels. Non, mais il y a les risques existentiels. Yoshua en a parlé publiquement à de nombreuses reprises. Peut-être que là, on avait l'occasion d'entendre Yoshua s'exprimer sur des scénarios plus précis hein, de perte de contrôle. Bon, les risques existentiels, ce sont des risques de remplacement, ce sont des risques aussi de menaces militaires, en fait.
matin. Et voilà, j'aurais aimé avoir un échange sur cette... On va essayer d'en serrer juste quelques-uns et j'espère que M. Bengio va pouvoir nous rejoindre. Risque, alors il en a évoqué un tout à l'heure, hein, c'est le fait effectivement de nous confondre, que l'IA, qu'un robot créé par l'IA soit confondu avec un être humain. Ça pose quand même d'abord un risque démocratique, il en disait un mot, mais le risque démocratique, il est quand même réel et on a vu à quel point ce risque démocratique existait. Alors ça a été fait ailleurs que chez nous, chez notre grand voisin. On a vu évidemment un certain nombre de choses qui étaient relayées abondamment. Jusque-là, c'était la notion de vérité, quelque part, qui a déjà été altérée. Avec l'IA, on a l'impression qu'on peut aussi altérer la notion de réalité. Non? Est-ce que là, on n'est pas à un tournant et comment faire avec ça? Alors, vous avez dit qu'il faut poser les défis éthiques, mais là, ça va être un risque à gérer quand même. Ah! Une preuve de vie? Ah, ok. Veuillez vous m'arrêtez si vous m'entendez plus. Alors, essentiellement, l'enjeu, c'est qu'on est en train de construire des IA de plus en plus puissantes et qu'on est sur une trajectoire pour construire des IA aussi intelligentes ou dépassées. On ne sait pas dans combien d'années, mais pourrait venir assez rapidement. Ça pourrait être 5 ans, ça pourrait être 20 ans. Et on doit se poser la question de qu'est-ce que ça signifie pour la société et du point de vue de la démocratie, comment est-ce que ce pouvoir-là, parce qu'il va grandissant, va être utilisé? Est-ce qu'il va entrer dans quelques mains? Est-ce qu'il va être utilisé aligné avec nos valeurs, etc. Et est-ce que on risque de perdre le contrôle? Alors pourquoi je dis ça? En fait, aujourd'hui, on ne connaît pas d'algorithme pour construire des IA, en tout cas dans le style avec l'apprentissage profond, etc., ce qui fonctionne aujourd'hui. On ne sait pas construire des machines qui vont faire ce que nous, on veut. Alors, on peut approximativement, évidemment, leur donner des instructions, mais ça dérape. On leur dit de ne pas donner d'explications sur comment fabriquer des bombes, mais voilà, les gens réussissent quand même à faire. Et ça peut être plus grave que ça. Par exemple, des êtres humains pourraient donner comme instruction à la machine de se préserver elle-même, donc d'avoir une espèce de survie. Si jamais ça, ce qui est un problème plus social que technique, on risquerait d'entités éventuellement plus intelligentes que nous, qui ne sont pas nécessairement alignées avec les nôtres, et si nous, ça nous plaît, les États, ben, il y aura un conflit qui ne sera pas nécessairement en notre faveur. Donc ça, c'est pas de la science-fiction, c'est quelque chose qui est étudié par des chercheurs en informatique parce qu'on essaie de comprendre des scénarios catastrophes. Ça, c'est... Mais à court terme, les utilisations dans le thème qui font peur à beaucoup de gens, il y a des enjeux donc, de démocratie, mais des enjeux de sécurité nationale, d'utilisation, par exemple, avec des cyberattaques. Ces IA génératives, non seulement sont bonnes avec le langage, mais sont bonnes avec la programmation. Pour l'instant, on peut s'attendre d'ici quelques années qu'elles soient meilleures que les meilleurs programmeurs. En quel cas, nos moyens de défense, de cyberdéfense, risquent d'être menacés et des entités qui voudraient foutre le bordel chez nous pourraient utiliser l'IA pour le faire. Il y a des craintes aussi que ces systèmes-là, assez rapidement, soient utilisés par des non-experts pour mettre au point des armes biologiques ou des armes chimiques. Aujourd'hui, il faut beaucoup d'expertise, des doctorats et une expertise pointue pour faire ça. Donc, il y a peu de gens dans le monde qui peuvent le faire. Mais finalement, comme ces IA ont tout lu pratiquement, elles connaissent les réponses à plein de questions, dont celles qui peuvent être utilisées pour nuire. Alors, il y a vraiment une palette de risques dont on doit s'occuper. Et comme ça prend du temps pour mettre en place les garde-fous législatifs, les traités internationaux, les protections du public, il faut démarrer ce processus le plus vite possible et sur plein de fronts. Et c'est vraiment une tâche majeure.
pour lequel les gouvernements commencent à peine à s'éveiller, mais j'espère qu'on va avoir plus de conscientisation de ces dangers. Il y a quelques pays, le Royaume-Uni a pris un peu les devants sur cette question, la Maison-Blanche, le Congrès américain aussi commence à s'y pencher. Notre gouvernement écoute, pour l'instant, ne fait pas grand-chose, mais c'est une discussion qu'il faut accélérer pour éviter le pire. La ligne est bonne. Je continue avec vous, Yoshua Bengio. Vous parlez justement des garde-fous à mettre en place. Vous avez dit, je crois, l'IA générative, aujourd'hui, c'est le Far West. Le shérif, pour vous, c'est forcément des législations, pardonnez-moi, contraignantes mises en place par les États? Alors, oui, mais il faut que la gouvernance qui en résulte soit plus que celle des représentants de l'État. Il faut que la société civile, il faut même que la communauté internationale, les médias puissent avoir un accès à ce développement pour lever la main quand quelque chose peut être contraire à nos valeurs, peut mettre en danger la démocratie, parce que les gens qui contrôlent ces systèmes-là vont avoir de plus en plus un pouvoir énorme. Ça va commencer par un pouvoir économique, qui peut facilement se transformer en pouvoir politique et dans les mains des militaires en un pouvoir militaire. C'est tout des choses qui peuvent être extrêmement déstabilisantes et il faut vraiment que ce pouvoir soit utilisé de manière alignée avec ce qui est bon pour la société. Comment on fait ça? C'est pas un enjeu technique, c'est un enjeu démocratique, c'est un enjeu institutionnel. On a des institutions démocratiques, mais on ne les a pas réfléchies pour ce cas-là. Il va falloir qu'on réfléchisse à ça et qu'on le mette en place aussi rapidement que possible. Par exemple, des audits. Il faut que des experts indépendants, neutres, puissent avoir accès à ce qui se passe dans ces compagnies-là, qui pourrait avoir un impact négatif sur la société, qui pourrait constituer des abus ou simplement, par exemple, s'assurer que ce qui est développé ne tombe pas dans les mauvaises mains. Donc, c'est un autre enjeu de cybersécurité. Il y a plein d'enjeux. Il y a des manières, des protocoles que les législations ou les régulations plutôt devraient obliger les compagnies à suivre. Il faut que quelqu'un vérifie qu'elles le fassent, par exemple. Donc, tout ça n'est pas en place. Est-ce que les États, aujourd'hui, ont encore le pouvoir, ont encore la puissance pour imposer à un certain nombre de ces compagnies eh bien, ce contrôle Oui. que vous jugez nécessaire? Vous dites oui. Absolument. Mais bien sûr, elles le font pour tous les autres secteurs. Est-ce que vous pensez que les compagnies pharmaceutiques peuvent mettre sur le marché n'importe quoi? Non. Est-ce que les compagnies qui fabriquent des avions peuvent faire n'importe quoi? Non. Etc., etc. L'informatique est une espèce d'enfant chéri qui échappe à tout contrôle pour l'instant de la société. Mais c'est juste une exception il faut rapidement régler parce que on est en train de libérer un pouvoir énorme qui est absolument pas géré démocratiquement. C'est vraiment ça l'enjeu. Comment vous expliquez alors que le Canada, notamment, traîne les pieds sur la question? D'abord, il ne traîne pas les pieds. En fait, on est quand même en avance au niveau de la mise en place de législation. Donc, on a un projet de loi qui fait des choses bien. On a un ministre qui a réussi à convaincre les compagnies locales de se soumettre de manière volontaire, en attendant que la loi passe, à un certain nombre de contraintes. Je dirais que pour l'aspect des systèmes tels qu'ils étaient il y a quelques années, on est bien et on est même en avance sur d'autres pays. Par contre, là où je pense qu'on a encore du retard, c'est la question des utilisations potentiellement catastrophiques de l'IA qui pourraient venir dans les prochaines années et qui demandent une intervention rapide. Et là-dessus, il y a encore du chemin à faire, vraiment. Je le disais d'un mot au début, vous avez donc été signataire de cette lettre qui demandait un moratoire de 6 mois dans les applications, pardonnez-moi, de l'IA générative. Je crois qu'on est 6 mois plus tard. Il s'est passé quoi depuis? Oui.
Bon, alors, enfin, moi, quand j'ai signé la lettre, je me doutais bien que les compagnies ne feraient pas, n'arrêteraient pas leurs activités pour pouvoir se pencher sur les enjeux de sécurité. Euh, mais la lettre a eu un succès énorme. On est là parce que tout d'un coup, il y a une prise de conscience globale qu'il y a des dangers, il y a des risques et il faut s'en occuper. Maintenant, la bonne réponse, ça va passer par les gouvernements qui vont imposer des choses. Les compagnies sont actuellement dans une course, une ruée vers l'or. C'est à la vie, à la mort entre Microsoft et Google. Et donc, c'est une question de survie pour elles. La compétition est forte, elles n'ont pas le choix, elles ne peuvent pas s'arrêter. La seule chose qui va les faire agir de manière plus prudente, c'est des règles du jeu communes qui seront les mêmes pour toutes les compagnies. Et donc, quelque part, c'est un message d'alerte. Vous avez servi, cette lettre a servi de lanceur d'alerte pour Exact. essayer que toute la communauté démocratique s'empare de cette question. C'est ça pour vous qui était important? C'est ça l'important et on a beaucoup progressé. Vous savez, les enjeux des risques catastrophiques et existentiels de l'IA, c'était des sujets tabous il y a 6 mois. Même chez les chercheurs, les gens n'osaient pas en parler. Et là, on a des gens sérieux, mais vraiment pas comme moi, hein. Jeff Hinton, par exemple, mon collègue qui a reçu le prix Turing, et bien d'autres qui signent ces déclarations, ces lettres. Il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord. Notre autre collègue, Yann Lequin, qui a aussi reçu le même prix. Donc, il y a des désaccords dans la communauté scientifique. Mais tout d'un coup, on a un dialogue. Tout d'un coup, on en parle. Et puis, ce dialogue, et pas seulement entre les chercheurs en IA. J'ai organisé cet été à Milan un workshop avec l'Obvia, avec essentiellement l'intérêt, c'était de faire mettre ensemble les chercheurs en IA et les chercheurs en sciences sociales et sciences humaines. C'est quelque chose d'extrêmement important et la société civile doit s'en emparer. Il faut que les électeurs comprennent qu'il y a des risques, comme il y a des risques avec les changements climatiques, et ils sont encore moins connus, moins compris et peut-être plus grave, on ne sait pas. Il faut investir de la recherche pour mieux comprendre ces risques, c'est la priorité, et pour mieux guider le législateur et le régulateur de façon à mettre les bornes là où il faut. Marc-Antoine Dillac, je reviens vers vous, puisque je le disais, vous êtes spécialiste en questions éthiques sur cette IA. Est-ce que vous êtes aussi inquiet que Yoshua Bengio? Bon, Yoshua, c'est la conversation qu'on doit avoir depuis longtemps. Non. Je n'ai pas signé la lettre. Je n'ai pas signé la lettre. J'ai quelques raisons pour cela. Je pense que il y avait des moyens, et je ne vais pas ici évaluer les risques existentiels. D'abord, Yoshua a une connaissance qui lui permet de dire quels sont les dangers que comportent ces technologies. Mais justement, il a une connaissance telle de ces enjeux-là, une connaissance que par exemple je n'ai pas de manière fine, que je me pose la question du canal pour lancer l'alerte. Et je vais vous dire pourquoi c'est un point qui me semble important. Je ne crois pas fondamentalement que la lettre ait changé les choses dans le dialogue qu'on pouvait avoir sur les risques existentiels. Je pense que les chercheurs sont suffisamment ouverts pour avoir ce genre de discussion. Et je pense aussi c'est pas vrai, Marc-Antoine. C'était impossible d'avoir ce genre de discussion avant. Je le pense, Yoshua. Je me souviens avoir eu une discussion avec Yann Tallinn à la Commission européenne, exactement sur ces enjeux en 2018. Yann Tallinn, c'est une exception qui fait partie d'une infime marge qui parlait de ces choses et qui était rejetée de la communauté. Alors, peut-être qu'au moins le débat et le dialogue a été lancé de façon plus large, au minimum. Alors, il me semble, je vais donner un aspect qui me paraît néfaste de la lettre. Un aspect. L'aspect néfaste, c'est qu'en réalité, les gens du grand public n'y comprennent rien. Merci. N'y comprennent absolument rien.
Et le message qui est véhiculé, et je le sais parce qu'on vit avec des gens qui n'y connaissent rien, et même toi, Yoshua, tu vis avec des gens qui n'y connaissent rien dans ce domaine-là, et tu peux constater que le seul message qui est reçu, c'est l'IA, c'est hyper dangereux, il faut vraiment faire quelque chose pour arrêter ça. Moi, je l'entends, ce discours. Et le discours qui consiste à dire, mais pour limiter les risques, vous inquiétez pas, on va mettre en place des législations, mais les gens, quand on leur dit ça, si on n'a pas réussi à le faire sur les risques climatiques, mais comment ils peuvent espérer qu'on le fasse sur les risques qu'entraîne l'IA? Mais ça veut dire que vous ne croyez pas à la nécessité de mettre un certain nombre de garde-fous? Si, absolument. Je suis alors totalement d'accord avec Yoshua sur toute la question, non seulement l'analyse juridique, qu'est-ce qu'il faut faire d'un point de vue juridique, mais je dirais, et c'est plus important à mon avis même que les garde-fous juridiques, je suis très sensible au discours qu'il a tenu et qu'il tient régulièrement sur la lutte contre les monopoles, monopole du développement des algorithmes, mais monopole surtout de la collecte des données et sur l'utilisation des données. Parce que c'est quand même ça qui est vraiment en jeu. Donc absolument d'accord sur la lutte contre ces monopoles de données et monopoles financiers, d'accord, qui influencent nos gouvernements. Qu'on le veuille ou non, hein, ce n'est pas une question de méchanceté humaine, c'est simplement qu'il faut prendre en compte les différents incitatifs économiques. Mais on peut avoir ce débat-là sans rendre anxiogène justement la discussion sur l'IA pour le grand public. Moi, je suis un partisan de la démocratie de l'innovation. Yoshua, tu le sais, c'est quelque chose que j'ai souvent défendu. Il nous faut une démocratie de l'innovation, simplement d'ailleurs pour identifier les développements pertinents de l'IA. Il y a plein de développements qui ne sont pas pertinents, qu'on ne devrait pas soutenir, qu'on doit autoriser, mais qu'on ne doit pas soutenir. Et puis, il y a des utilisations qui sont pertinentes et qu'il faut massivement soutenir, peut-être même avec une intervention publique importante. Mais quand bien même je suis favorable, très favorable à une démocratie de l'innovation, il me semble qu'il y a des débats qui n'étaient pas mûrs pour le grand public. Moi, je travaille avec Yoshua sur des... Je ne comprends pas, des... Marc-Antoine. Il faut absolument qu'on ait ces discussions de manière ouverte. On ne peut pas juste faire ça entre experts. Je trouve que c'est trop important. C'est justement un enjeu démocratique. Il faut qu'on rende notre discours accessible. Et je suis d'accord, ce n'est pas facile, mais je ne pense pas qu'on doit faire ça derrière des portes closes, absolument pas. Et en fait, oui, pardonnez-moi. Si l'opinion publique n'est pas suffisamment alertée, ils ont tellement d'autres chats à fouetter que si c'est juste une discussion entre experts, il n'y a rien qui va bouger. Non, mais il y a un préalable, et on y travaille hein, avec le gouvernement du Canada, on y travaille avec le conseil aviseur sur l'IA. Il y a un préalable pour avoir ce genre de discussion, comme pour avoir en fait des délibérations sur l'IA en général. Le préalable, c'est d'augmenter ce qu'on appelle la littératie en IA. La littératie numérique et la littératie en IA. Et en fait, c'est vraiment un préalable pour que, à la base de la discussion, il n'y ait pas des biais qui sont très très difficiles justement à éviter et à extirper une fois que le débat est lancé. Donc des biais qui font en sorte que par exemple les angoisses liées à la première rencontre de l'IA, hein, eh bien, ces angoisses-là vont modifier considérablement la capacité de raisonner froidement sur les risques et les opportunités. Voilà, c'est je crois le point de désaccord s'il y a désaccord, mais ensuite sur la question de l'intervention publique et sur la lutte contre les monopoles, je crois que c'est absolument fondamental. Je vous propose, parce que j'imagine que le public a de nombreuses questions à vous poser, peut-être un mot de conclusion pour chacun d'entre vous, avant encore une fois de prendre les questions qui vous seront posées. On a quand même beaucoup parlé des risques existentiels. Est-ce qu'on peut conclure peut-être de façon sinon plus positive, en tout cas plus équilibrée? Que retenez-vous, vous aujourd'hui, de ces avancées, des progrès et effectivement des garde-fous qu'il faut mettre en place? On en a déjà parlé. Yoshua Bengio, je vous laisse la parole. Ben, on pourra bénéficier de l'outil IA pour nous aider face aux défis en santé, en éducation, en environnement, etc., et même en institutions démocratiques, seulement si on arrive à contrôler cet outil, à la fois pour s'assurer que ça agisse de manière cohérente avec nos volontés, et à la fois que ce soit utilisé de manière bénéfique pour la société, c'est-à-dire
que ça ne soit pas entre les mains de gens qui veulent l'exploiter pour leurs propres bénéfices aux dépens des autres. Donc, il faut faire les deux à la fois. Il faut développer les applications et le gouvernement a besoin d'investir dans les applications bénéfiques qui ne sont pas actuellement prises en charge par les compagnies parce que ce n'est pas assez profitable. Exemple dans la lutte au changement climatique, ça fait des années que je travaille sur ces applications en santé, environnement, etc., éducation. Il faut continuer à investir là-dedans. Et en fait, la plupart de ces applications ne sont absolument pas dangereuses d'un point de vue sécurité nationale ou perte de contrôle et bénéfiques pour la société. Mais en même temps, il faut s'assurer que ces développements qui sont très rapides se font de manière, comment dire, supervisée en fonction de nos objectifs démocratiques. Garder le contrôle, donc, pour le bien collectif et pour que ces applications soient effectivement destinées au bien collectif. Marc-Antoine Dilac? Alors, je suis totalement d'accord là, avec le propos de Yoshua. Il me semble qu'il y a beaucoup d'applications qui ne sont pas dangereuses et qui sont extrêmement importantes pour le développement humain, tout court, hein, et puis le développement social. Je crois que ce sont ces applications-là qu'il faut identifier avec un débat qui, lui, doit être démocratique, effectivement, qui doit échapper aux experts et qui doit aussi échapper à la partisanerie politique, il faut le dire. On doit effectivement massivement d'abord investir là-dedans, ce qui voudra dire aussi qu'on investira peut-être un petit peu moins dans des choses qui sont plus dangereuses et moins bénéfiques. Donc ça c'est un premier point, je suis tout à fait en ligne. L'autre chose, je vais finir par un constat un petit peu... Alors, il y avait une question que j'aurais eue pour Yoshua, mais on n'est pas là pour discuter tous les deux. Je pense quand même que cette discussion sur l'IA générative et sur les risques va bientôt nous amener au cimetière de la transparence, hein, du besoin de transparence des algorithmes. Je crois qu'on doit rediscuter de l'impératif de transparence et de science ouverte. Ça, je ne sais pas s'il faut fermer maintenant les fenêtres qui ouvrent justement sur les algorithmes, mais je crois qu'on doit avoir ce débat-là. Non, la transparence n'est pas nécessairement bonne. Il va falloir discuter des régimes de transparence. Je laisse ça de côté, mais je crois qu'on pourrait en discuter plus tard. Un point positif, un point optimiste. Moi, je crois fondamentalement que l'intelligence humaine, elle a, comme la nature, elle a horreur du vide et qu'elle va apprendre à vivre avec les machines, elle va apprendre en fait à en faire un usage qui est pertinent pour elle. Évidemment, ça ne pourra se faire que si on lève un certain nombre de contraintes sur les décisions humaines, et ces contraintes-là, pour moi, sont principalement des contraintes économiques, des contraintes de pouvoir liées justement à des concentrations financières et des concentrations technologiques. Je crois que c'est vraiment là qu'il faut agir, et pour le reste, je crois que les humains ont réussi à utiliser l'écriture de manière bénéfique alors que ça faisait hurler des gens comme Platon qui disaient on va perdre notre mémoire. Demain avec l'IA, on va pas perdre notre mémoire, on va pouvoir reconfigurer nos capacités cognitives. Merci à tous les deux. Évidemment, vous restez avec nous. On a quelques minutes pour des questions du public. Donc, je vous propose de lever la main, de vous passer un micro, vous présenter si vous voulez bien, et vous posez votre question à l'un de nos deux intervenants ou à nos deux intervenants, puisque visiblement, ils ne sont pas toujours d'accord l'un avec l'autre. Bonjour, Jacques Priol, je viens de France, je suis président de l'Observatoire Data Publica. Nous sommes notamment partie prenante d'une première convention citoyenne sur l'intelligence artificielle organisée dans un territoire. C'est la ville de Montpellier qui vient de le lancer. J'ai une question pour nos deux intervenants que je remercie vraiment très chaleureusement de cette discussion extrêmement intéressante. L'Europe est en train de préparer un règlement sur l'IA qui répond peut-être en partie à des questions que vous avez posées. Ce règlement va interdire certaines intelligences artificielles, en réglementer de façon très stricte en fonction des risques qu'elles représentent du point de vue du législateur européen, un certain nombre d'autres, et en laisser d'autres se déployer plus largement. Je voulais savoir si ce règlement européen répond, de votre point de vue, aux attentes de régulation avec les deux points de vue différents que vous avez exposés l'un et l'autre. Merci pour votre question. Yoshua Bengio, est-ce que ce projet de règlement européen répond à vos attentes? Est-ce que ça pourrait être un modèle? En tout cas, c'est clairement un pas très important et dans la bonne direction. Le focus sur l'impact potentiellement négatif, c'est l'approche qu'il faut avoir. Par contre, le projet
essaye de classifier les IA en fonction des secteurs d'application. Je pense que c'est pas la bonne stratégie, surtout avec les IA génératives qui sont utilisées qui vont être utilisées à plein de sauces. Mais il faut vraiment rester focusé sur les niveaux de danger, disons de risque, de dommages. L'autre chose qui pourrait être améliorée, je pense, c'est il faut que la réglementation puisse s'adapter rapidement, de manière agile, parce que la technologie va continuer à évoluer. Et évidemment, ce ne sera pas facile de refaire le processus législatif qui est long. Ça fait des années que c'est sur la table, ce projet-là. Donc, il faudrait ajuster le projet. Enfin, je ne suis pas un expert, mais pour que le régulateur puisse faire les changements qui vont s'imposer dans les prochaines années au fur et à mesure qu'on avance. Merci. Une autre question, madame? Sur la question de la transparence, oui. Alors d'abord pour Montpellier, juste un coucou. Montpellier, c'était la ville où la première consultation sur l'IA a été faite en 2017. C'était pour la CNIL. Alors ça a été un moment très important. Moi, je m'en suis inspiré. Simplement, il y avait 60 personnes dans cette consultation. On a réussi à en faire à Montréal parce qu'il y a une grande confiance publique avec 500 personnes pour la déclaration de Montréal. Mais ça a commencé à Montpellier avec la CNIL et c'est très important. Sur la transparence, j'aimerais qu'il reste quelques minutes, mais je pourrais en parler. J'aimerais mieux entendre Yoshua s'il doit partir sur cette question. Je mets juste le décor. J'ai pas entendu la question. Ben, c'est sûr la personne revient sur en fait la question de la transparence et est-ce qu'il faut justement avoir une discussion sur l'ouverture des algorithmes ou non aujourd'hui. Sur cet enjeu-là, okay. Voilà, je pense que... Je peux en parler, oui. Oui, c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi. Alors, les codes ouverts et le partage, par exemple, des modèles entraînés, comme là, ça se fait aujourd'hui, Meta et d'autres, maintenant, beaucoup le font. Ça a beaucoup d'avantages, ça fait accélérer le progrès scientifique, ça démocratise la connaissance, ça démocratise le pouvoir en même temps, donc tout ça, c'est très bénéfique. Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que ces systèmes-là peuvent être modifiés assez facilement et pour pas cher pour des utilisations dangereuses, dont je parlais tout à l'heure. Et plus l'IA avance en capacité et plus ces dangers augmentent. Et donc, je pense qu'il faut trouver une solution là, qui permet d'avoir un compromis entre toutes ces choses. Je pense qu'au-delà d'un certain niveau de capacité potentiellement dangereuse, non, les codes ne devraient pas être partagés avec le grand public. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas partagés. Il faut juste qu'ils soient partagés de manière responsable entre des, mettons, laboratoires universitaires certifiés. Vous savez, on fait pareil en biologie. C'est pas n'importe qui a le droit de faire certaines expériences. Il faut vous savez, des laboratoires L1, L2, L3, etc. On doit arriver à quelque chose comme ça en IA, qu'il y ait un contrôle sur qui peut faire quoi avec disons, un environnement démocratique. Là, on ne veut pas non plus que ce soit aussi l'autre problème de concentration du pouvoir dans quelques mains privées. Alors tout ça, c'est complexe, mais je pense qu'il y a des solutions pour essayer de bénéficier des avantages sans amener des risques trop grands. Absolument. Juste quelques secondes là-dessus. Je crois qu'il ne faut pas avoir de position dogmatique sur la transparence. Ça a été très bien dit par Yoshua. Je rappelle simplement que dans la déclaration de Montréal, où pourtant à l'époque on avait quand même cette idée qu'il fallait ouvrir plutôt les algorithmes, que l'impératif de transparence était très important, mais on n'a pas adopté une position dogmatique puisqu'il y a un des sous-principes qui dit que les algorithmes devraient effectivement être transparents, sauf si. Il y a un sauf si cela permet à des entités de s'emparer de ces codes pour en faire un usage mauvais, néfaste. Et donc on peut avoir différents régimes de transparence. Je crois fondamentalement que l'idée de transparence et l'idée de
publicité large ne sont pas des idées qui sont absolument superposables. On peut très bien avoir un régime de transparence sans que les codes soient publics, sans que les codes circulent dans la population plus générale. Et on peut avoir, parce que c'est un impératif, de la transparence qui permet justement des audits par des autorités compétentes, sans que ça ouvre ces codes et qu'il y ait voilà, des problèmes de concurrence industrielle. Merci. Voilà, tout à fait d'accord avec l'audit, c'est une solution importante pour la transparence. Une dernière question, monsieur, on vous écoute. Oui, pour Luc Courchaine, pour M. Bengio, votre proposition d'avoir une agence internationale, par exemple, comme l'Agence pour l'énergie atomique, c'est peut-être une bonne idée, mais ça suggère que les membres internationaux de l'agence soient capables et veulent travailler ensemble, collaborer pour le bien commun. On a actuellement une géopolitique assez compliquée, avec énormément de potentiel de développement de l'intelligence artificielle en Chine. Vous avez parlé de la lutte à finir entre Microsoft et Google, mais il y a aussi des recherches qui se font ailleurs dans le monde, en Russie, en Chine. Qu'est-ce qu'on peut craindre de ce côté-là? Et qu'est-ce qu'on pourrait espérer que des entités comme ça puissent... Comment peut-on espérer qu'ils vont collaborer avec une agence internationale? Yoshua Bengio, une AIEA pour l'intelligence artificielle, mais avec la Chine, la Russie et bien d'autres. C'est absolument nécessaire d'inclure la Chine, la Russie dans ce dialogue. Qu'est-ce qui peut les amener autour de la table? Enfin, qu'est-ce qui a amené l'URSS et les États-Unis autour de la même table pour discuter en plein cœur de la guerre froide d'accords pour éviter La prolifération nucléaire. la prolifération, voilà, des armes nucléaires. Merci. C'est la crainte que ça nous retombe dessus finalement. C'est la crainte que si on ne suit pas tous certaines règles, qu'on soit chinois ou américain, on est des êtres humains. On a envie d'une certaine sécurité. On ne veut pas que des pertes de contrôle d'IA éventuellement plus puissantes que nous qui pourraient causer des dégâts. On ne veut pas que des tiers parties exploitent l'IA d'une manière qui serait dangereuse pour tout le monde. Donc, je pense qu'il y a vraiment, si on se concentre sur les risques catastrophiques, ça va amener les pays autour de la table. Si on regarde, disons, des choses moins destructives, à ce moment-là, on est plutôt dans une logique de compétition et qui est dangereuse, surtout parce que l'utilisation de l'IA au niveau militaire, c'est extrêmement périlleux. On pourrait en parler longtemps. Merci. Vous voulez rajouter un mot? Non, je pense que c'est le fait qu'on soit embarqué dans la même galère qui fait qu'à un moment donné, que ce soit russe ou chinois ou américain, on va devoir discuter de ça ensemble. Donc, Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté de participer à cette discussion. Merci à vous. Merci. Merci de l'invitation. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hélène. Marc-Antoine, merci beaucoup. Merci à M. Bengio, merci Yoshua. Merci à vous. Je sais qu'il y avait beaucoup d'autres questions dans la salle, mais on est pressé dans le temps. On aurait pu continuer cette conversation riche et intense pour bien longtemps. On prend une petite pause pour le dîner, le lunch, le déjeuner, comme vous voulez l'appeler. Il y a beaucoup d'options dans les environs. Alors, allez vous promener dans le beau centre-ville de Montréal. Bien, restez proches parce qu'on reprend avec la vitrine MTL Connect tout de suite après à 13h. Alors, à tout de suite. Merci beaucoup.